Écoutez, je vais commencer ma présentation sans revenir sur toute la genèse, la création de la commission Charbonneau, mais quand même brièvement sur le début des audiences publiques, les débuts très prometteurs des audiences publiques et qui ont prouvé finalement, qui ont démontré rapidement que la commission Charbonneau avait sa raison d'être. Grâce à plusieurs témoignages chocs et des témoignages sans filtre de certains témoins qui n'ont pas hésité finalement à se mettre à table assez rapidement. Les premiers mois, on l'a vu, on pense à Lino Zambito, l'entrepreneur, on pense à Michel Lalonde aussi, l'ingénieur, qui se sont mis à table pour expliquer finalement comment ça se passait dans le milieu, ce système de collusion, de corruption au sein de la ville de Montréal, mais dans d'autres municipalités aussi, on l'a vu. Ça a rapidement démontré qu'il y avait des gros problèmes de collusion et de corruption dans l'octroi des contrats publics. Ça n'a pas été une découverte totale pour le public quand on a commencé à en parler. C'est quelque chose qu'on connaissait déjà, notamment avec justement les reportages médiatiques qui avaient été faits les années précédentes, la commission Charbonneau. Mais ce que la commission a appris, c'est l'ampleur de ce phénomène-là. On le connaissait, mais on ne savait pas qu'il était aussi bien, je pense, organisé, aussi bien orchestré, aussi bien implanté au sein de certaines municipalités. Puis je prends évidemment Montréal comme première municipalité parce qu'on a plongé au cœur de Montréal dès les premiers mois. Le public avait besoin de savoir comment ça se passait, finalement qu'on lève le voile sur ça, parce qu'on en parlait, il y a eu des reportages, on parlait de la commission, peut-être on aura une commission, peut-être qu'on n'en aura pas, et finalement elle a permis d'éclairer un petit peu la population là-dessus. Je vous ai laissé d'ailleurs un schéma, donc là c'est écrit 2 ans d'enquête et de témoignage, c'est quelque chose qui a été fait évidemment, pas à la fin mais au bout de 2 ans, mais ça retrace quand même principalement tout ce qui s'est dit et on voit qu'on a touché à beaucoup de sujets, que le mandat de la commission était très vaste, notamment de l'octroi des contrats dans l'industrie de la construction, mais également du crime organisé, de l'infiltration du crime organisé, des magouilles qu'il y a eu au sein des syndicats de la FTQ Construction notamment, l'infiltration aussi du crime organisé, le copinage avec certains représentants syndicaux. Donc tous ces problèmes-là, on s'est dit à un moment, il était temps. Cette commission Charbonneau, il était temps qu'elle arrive, il était temps qu'elle lève le voile sur tout ça. On a entendu près de 300 témoins, 292 exactement. Qu'est-ce que ça fait ? Ça génère des attentes de la part du public. Parce que c'est bien beau de dévoiler ce qui se passe, de lever le voile, mais évidemment, les gens attendent des réponses, les gens se demandent qu'est-ce qu'on va faire après, à quoi ça va servir, et on l'attend, ce rapport de la commission Charbonneau. Bon, le mandat est très vaste, donc le rapport va certainement être très épais, c'est pourquoi il y a eu une demande de prolongation. Il y a beaucoup de sujets à traiter, beaucoup de témoignages à traiter, beaucoup de précautions à prendre aussi dans ce rapport-là pour qu'il puisse tenir, que toutes les recommandations puissent, une partie des recommandations puissent être appliquées. Donc il ne faut pas que ce soit un gros pavé de belles recommandations qui finalement vont mourir dans le fond d'un tiroir, on n'en parlera plus, la poussière va se mettre dessus et puis on va se dire à quand la prochaine commission ? Ce qu'on attend beaucoup, je pense, c'est que les conseils et les recommandations soient des conseils appuyés et applicables. Moi, j'ai passé 2 ans et demi à suivre les audiences au quotidien. Je ne suis pas une experte en droit, je ne suis pas une experte en éthique, etc. Mais il y a quelques points quand même qui me paraissent cruciaux et qui, je pense, doivent se retrouver au cœur du rapport de la commission. Et premièrement, c'est sur le plan éthique, parce qu'on a vu qu'il y a eu des gros problèmes sur le plan éthique, un problème aussi... on avait l'impression, par exemple, si je prends les fonctionnaires à la ville de Montréal, ils sont venus raconter ce qu'ils faisaient, puis les pots de vin qu'ils recevaient en échange d'approuver des extras sur les chantiers, la note globale de la ville montait, puis eux, ils venaient raconter ça comme si finalement c'était ancré dans leur métier, dans leurs mœurs. Ils avaient complètement intégré ça à leur façon de travailler sans se rendre compte des conséquences, que c'est des choses qui ne peuvent pas se faire dans le domaine public. Ils ne travaillaient pas dans une entreprise privée avec de l'argent privé, là on est avec de l'argent public. Et ces gens-là, on avait l'impression que finalement
il ne faisait plus la part des choses et éthiquement parlant, il y a un gros problème. Évidemment, il y a aussi la mise en place ou le renforcement de moyens de contrôle. Parce que certainement, il y a certains moyens de contrôle qui étaient déjà en place qui n'ont pas fonctionné et d'autres qui n'étaient pas là et qui auraient dû être là. Que ce soit au niveau provincial, au niveau des ministères, au niveau municipal, mais aussi au niveau du directeur général des élections, par exemple, pour contrôler davantage les dons politiques, qui a été aussi un des sujets très importants de la commission Charbonneau, le financement politique illégal, qui a touché tous les partis, excepté Québec solidaire. Il y a quelque chose aussi qui nous a beaucoup interpellés dans l'octroi des contrats, la fameuse règle du plus bas soumissionnaire. On a vu que ça ne fonctionnait pas forcément très bien et que cette règle-là permettait assez facilement finalement aux personnes, aux entreprises de se parler, de se fixer un prix, de s'entendre finalement sur un prix et de contourner la règle d'octroi d'attribution des contrats publics. Donc dans certains pays, cette règle du plus bas soumissionnaire n'existe pas. On essaye de faire plutôt de miser plutôt sur le rapport qualité-prix de la proposition de la compagnie. Donc, est-ce que ce n'est pas quelque chose aussi à revoir parce que ça a laissé une porte ouverte énorme à la collusion. Et la dernière chose aussi auquel je pense pour le rapport, c'est l'expertise à l'interne, en fait. À l'interne, c'est-à-dire l'expertise publique au sein des ministères, au sein des municipalités, qui, on a vu au fil du temps, s'est effritée. Les ministères, les municipalités se sont de plus en plus, ont de plus en plus fait affaire finalement avec des firmes de génie conseil et ont perdu la surveillance de leurs chantiers, ont perdu leurs projets. Ils ont laissé filer leurs projets aux mains du privé. Et si on n'a pas une expertise solide au sein des municipalités et des ministères, on ne va pas pouvoir garder un œil assez grand ouvert sur les projets à venir. Pour résumer, finalement, on en vient à l'importance de recommandations bien ficelées. Pour empêcher le retour de tous les phénomènes qui ont été dénoncés à la commission Charbonneau, de toutes ces révélations, ces systèmes de collusion, de corruption, de revenir. Et aussi de les empêcher de se recréer d'une façon différente et de recontourner une nouvelle fois les nouvelles recommandations. Puis c'est là que va être la clé finalement de la réussite de ce rapport-là et qui va pas être facile à faire parce que quand on a une loi, on trouve tous les moyens de la contourner, puis on met une nouvelle loi, puis la chose fait on essaye de retrouver tous les moyens de la recontourner. Si on parle, je vais dire des moins bons coups, peut-être des regrets ou des questions, on reste sur finalement le fait que Marc Bibot, cet homme qui est présenté comme l'ancien grand argentier du Parti libéral, qui était proche de Jean Charest, dont le nom a résonné à plusieurs reprises devant la commission Charbonneau, n'est jamais venu s'expliquer à la barre. Donc ça reste un point d'interrogation quelque part à la fin des audiences, comme une boucle inachevée. Déjà que le financement des partis politiques à l'échelle provinciale, on a l'impression, on reste un petit peu sur notre faim de ne pas avoir assez creusé le sujet. Et finalement, l'homme qui est un petit peu au centre de tout ça, ou qui aurait été au centre un peu de tout ça, n'a pas reçu visiblement de citation à comparaître et n'a pas pu s'expliquer sur ce qui avait été dit sur lui ou sur son fonctionnement. Pourquoi ça va rester un mystère. Apparemment, il aurait été rencontré par les enquêteurs. Et puis, il est sous enquête actuellement de l'UPAC. En tout cas, ces entreprises, une partie de ces entreprises sont sous enquête de l'UPAC. Donc, est-ce que ça a été pour ne pas gêner les enquêtes, pour ne pas se marcher sur les pieds? Autre point qu'on a aussi abordé, le problème de crédibilité de certains témoins. Et puis là, je vais en prendre un en particulier. Je vais prendre Gilles Cloutier, qui a été un des témoins cruciaux de la commission Charbonneau, qui a parlé des élections clés en main. Lui, il travaillait au développement des affaires pour la firme de génie conseil Roche et il organisait des élections, c'est-à-dire que il finançait une partie d'un parti politique dans une municipalité au Québec et puis avec pour objectif de remplir ses caisses de campagne, qu'il soit élu, puis qu'en contrepartie, les contrats reviennent comme retour d'ascenseur à la firme de génie conseil Roche.
Donc il a expliqué un petit peu tout ce système-là, et ça a été un témoin crucial pour ça, mais en contrepartie, bon, il a dit beaucoup de choses qui ont été aussi démenties. Il a admis avoir menti sur certains points à la commission Charbonneau. Et autre point aussi, c'est le sentiment pour le public, la difficulté d'aller chercher l'argent volé, parce que ça fait 3 ans qu'on nous dit on vous a volé, le prix des contrats a explosé, finalement le contribuable a payé 30% plus cher pour tous les contrats de construction dans tant de municipalités au Québec. Pour le contribuable, c'est sûr que l'instinct premier, c'est mais cet argent-là, est-ce qu'un jour on va le récupérer? Est-ce qu'on est naïf et on se dit peut-être qu'on va en récupérer une partie? Donc là, on a vu la semaine dernière ou il y a 2 semaines que Luc Leclerc, donc un ancien ingénieur de la ville de Montréal qui a admis avoir touché, je pense, je ne connais pas le chiffre exact, mais c'est entre 400 et 500 000 $ de pots de vin, qui avait cédé finalement sa maison principale à sa femme ou à son ex-femme pour $1, comme son collègue Gilles Surprenant, pareil, ils ont tous les deux cédé leur maison pour $1 ou donné leur maison à leur fille et à leur ex-femme. Et finalement, quand on appelle chez lui encore aujourd'hui, quand on appelle au numéro de cette maison-là, mais c'est lui qui répond, il est toujours dans sa maison et il la vend pour $1,2 million depuis une semaine. Donc, il a pris un accord avec la ville de Montréal, il a remis une somme X, 70 ou 80 000 $, mais il y a beaucoup plus derrière ça. Il vend sa maison $1,2 million. Donc là, c'est vrai qu'on a le sentiment, je pense, en tant que le contribuable et le public a le sentiment un peu que jamais ils retrouveront la monnaie de leur pièce finalement. Mais il y en a quand même qui aussi ont des conséquences, et on l'a vu aussi récemment, la conférence tombe bien parce qu'on a plein d'exemples dans l'actualité. Bon, ça nous échappe d'un côté, mais il y en a quand même d'autres qui eux, se font rattraper devant des cours criminels. Et évidemment, on a tous les gros noms, Tony Accurso, Frank Zampino, l'ancien président du comité exécutif de la ville de Montréal, qui avait trempé dans le dossier du Faubourg Contrecœur, du scandale des compteurs d'eau, etc., qui, eux, sont aussi accusés, attendent leur procès. C'est sûr que ça prend du temps, mais les accusations sont tombées, les procès sont fixés. On en a encore au printemps qui arrive, on en a un autre l'année prochaine, et en 2016, on va avoir aussi l'ancien maire de Laval, Gilles Vaillancourt. Ça donne juste envie de continuer. C'est pas parce qu'on a eu une commission Charbonneau pendant 3 ans qu'on va avoir un rapport, qu'on va, j'espère, avoir des recommandations applicables et appliquées, et que les institutions vont être à l'écoute de ce rapport-là, que l'affaire est terminée. Loin de là, on a vu, je pense, au cours des dernières décennies, que c'est souvent cyclique. Donc il faut toujours être à l'affût, et c'est là où les médias ont un rôle très important à jouer. Si on replace la question des contrats publics dans son contexte historique, alors il ne faut pas s'inquiéter, la corruption, la collusion, ça existe depuis longtemps. On n'a rien inventé au Québec. Dans l'Antiquité romaine, il y avait des sociétés de publicains qui géraient les contrats publics pour la République, notamment. Et les contrats étaient octroyés à tous les 5 ans par voie d'enchères publiques à ces regroupements d'individus. Et une ex-collègue, professeure à la faculté, avait écrit sa thèse de doctorat, se demandait si les sociétés de publicains étaient l'ancêtre des sociétés par action. Les publicains, à Rome, s'occupaient de plusieurs types de contrats publics qui étaient octroyés par la République notamment, donc, dont l'approvisionnement des armées, la construction des aqueducs et d'égouts, ce qui est encore le cas, la perception des impôts. Bon, aujourd'hui, la perception des impôts, c'est complètement public, c'est géré par l'État. Et enfin, l'exploitation des mines et des salines. Et à l'époque, dans la Rome antique également, les sénateurs qui exerçaient le pouvoir évitaient justement de sanctionner les publicains parce qu'ils étaient essentiels au maintien de la République. Quand ils l'ont fait, ils ont sanctionné un des publicains qui s'appelait Marcus Postumius, qui s'était rendu coupable de fraude. Il s'occupait de l'approvisionnement des armées et lui, il inventait des faux naufrages. Donc, les naufrages étaient c'était la République qui assumait les risques.
Donc, aujourd'hui, c'est les fausses factures. À l'époque, c'était les faux naufrages. Et devant l'inaction du Sénat, les tribuns de la plèbe, donc l'Assemblée populaire, avaient imposé une amende à Marcus Postumius, ce qui avait provoqué l'ire des publicains et avait provoqué une émeute. Un peu plus récemment, ici, tout le monde connaît l'histoire de l'intendant Bigot lorsqu'il est retourné en France, qui a été condamné au bannissement perpétuel parce qu'on avait découvert qu'il utilisait sa fonction pour revendre au roi à vil prix des produits qui étaient essentiels à la colonie. Si on arrive à l'époque présente de la commission Charbonneau, déjà, quand on revient un peu en arrière, on se rend compte que ce qui a été dévoilé par la commission Charbonneau était connu et on a tout fait pour éviter que la commission Charbonneau soit finalement mise sur pied. Donc, on a créé une première commission, la commission Bastarache, qui n'était pas celle que le public voulait et les gens qui ont travaillé très fort pour la commission Bastarache ont été un peu victimes là, du fait que ce n'était pas la commission que la population du Québec voulait. Finalement, le gouvernement Charest décide de charger France Charbonneau de mener cette enquête-là. Sauf qu'il ne crée pas la commission Charbonneau selon la loi sur les commissions d'enquête qui donne des pouvoirs, notamment de citer à comparaître des témoins. Donc, une vague de critiques et finalement, je pense que c'était au mois de novembre 2011, il cède et à la demande de Mme Charbonneau, la commission Charbonneau est créée en vertu de la loi sur les commissions d'enquête qui lui donne des pouvoirs de contrainte importants. J'ai reproduit dans 3 diapositives de ma présentation un extrait d'une décision de la Cour suprême du Canada qui a été rendue en 1995 qui explique quel est le rôle des commissions d'enquête et aussi en quoi les commissions d'enquête sont différentes des procédures judiciaires, des procès civils ou des procès criminels. Alors, dans cette affaire-là, Phillips contre Nouvelle-Écosse, c'était une commission d'enquête sur une explosion dans une mine. Il y avait eu des accusations criminelles portées contre des administrateurs et dirigeants de la commission. Et ces administrateurs-là voulaient faire suspendre la commission d'enquête. Ils étaient cités à comparaître et ils plaidaient, ce qui a été plaidé par certains témoins de la commission, notamment M. Accurso, que la commission d'enquête, la preuve recueillie pourrait être utilisée contre eux et qu'il pourrait y avoir aussi une atteinte à leur droit à une défense pleine et entière, que des jurés potentiels pourraient s'être fait une idée sur la preuve et ils n'auraient pas droit à un procès équitable. Donc, la Cour suprême a dit très clairement, ce n'est pas une raison pour suspendre les commissions d'enquête. Elles ont un rôle important à jouer et la solution, c'est les interdictions de publication, les ordonnances qui ont été rendues de multiples reprises, vous le savez, par la commission Charbonneau, lorsqu'il y avait des accusations criminelles de déposer contre certains témoins notamment. Donc, ce que la Cour suprême nous dit, c'est que les commissions d'enquête, elles sont là pour établir les faits. On veut découvrir la vérité, on veut savoir ce qui s'est passé, pas pour déposer des accusations, pour savoir. En effet, les commissions d'enquête révèlent des choses qui vont permettre à d'autres institutions de faire leur propre enquête et de recueillir cette preuve-là. Mais les poursuites criminelles ou pénales qui vont suivre la commission Charbonneau ne peuvent pas être basées sur la transcription, par exemple, des témoignages des personnes. Comme les cours de justice, les commissions d'enquête sont indépendantes. Une fois qu'elles sont créées par le gouvernement, elles sont indépendantes en vertu notamment des lois qui les constituent. Mais contrairement aux juges qui président des procès criminels ou des procès civils, elles ont de vastes pouvoirs d'enquête. Elles peuvent elles-mêmes contraindre les personnes à témoigner. Dans un procès civil, un procès criminel, ce n'est pas le juge ce sont les parties qui convoquent les témoins. Mais dans le cas des commissions d'enquête,
il y a des pouvoirs d'enquête importants et on ne peut pas ne pas répondre à une citation à comparaître. Ce qui est très intéressant, c'est que même en 1995, la Cour suprême nous dit oui, les cyniques dénigrent les commissions d'enquête en disant que c'est un moyen pour le gouvernement de passer la patate chaude à un autre organisme. Mais de fait, selon la Cour, et je pense qu'elle a raison, elles ont une fonction importante dans la société canadienne. Ce sont des commissions qui sont non partisanes et toujours présidées soit par des juges à la retraite ou des juges en fonction, qui ne peuvent rien donc attendre du fait de déposer un rapport qui peut être embarrassant pour le gouvernement. Et c'est un moyen d'informer les Canadiens sur un problème et de leur permettre aussi de prendre part aux solutions à apporter. Et comment on le fait? Notamment par la publicité des audiences, par le fait qu'au terme des audiences, la Commission a envoyé des avis, a demandé au public de déposer des rapports. Donc, toute personne pouvait déposer des rapports devant la Commission, des membres du public, des organismes de la société civile. On se demande, mais ces gens-là ne savaient-ils pas qu'ils commettaient un acte illégal, que la moralité, l'éthique les empêchait de faire cela? Ce que le professeur Lacroix a dit dans son article, c'est que ces personnes-là qui occupent des charges électives viennent qu'à perdre le sens de leur fonction et du vivre ensemble et réduisent l'espace moral de leur jugement et le subordonnent au réseau d'appartenance. Et que donc, ce qu'on peut constater, c'est un effacement du bien commun au profit d'un corporatisme moral et que la seule réponse appropriée, c'est de provoquer la rupture de ces réseaux afin de ramener l'éthique au centre du processus. Il y a une phrase qui est devenue célèbre à la commission Charbonneau, « Un chum, c'est un chum ». Et ce que ça reflète, c'est qu'on a fait passer l'appartenance à un réseau, on a aussi légitimé les actions sur la base de « c'est bien pour le Québec ». Et je pense que c'est ça aussi qui a fait en sorte qu'on a oublié que c'était de l'argent public qui était transigé d'une certaine façon. Et il y a beaucoup de réseaux d'appartenance qui ont joué dans certaines décisions. Et quand on entend la conversation qui a eu lieu notamment entre M. Accurso et M. Arsenault sur l'écoute électronique, où M. Accurso se plaint du fait que on a octroyé pour la construction de l'autoroute 30, on a octroyé les contrats à des Chinois. Donc, il faut faire travailler les travailleurs québécois. Alors, ce n'est pas grave si ça coûte plus cher. Toutes ces formes de légitimation de ce vol de fonds publics, quand on pense à Dessau, quand on pense à SNC-Lavalin, bien, ce sont des emplois québécois qu'on a protégés. Ce sont des fleurons de l'industrie québécoise qu'on a protégée. Le journaliste Alain Dubuc rappelait le fait que les réseaux d'amitié, le favoritisme pouvaient prendre plusieurs formes et que finalement, bien, ce qui en résultait, c'est que les décisions n'étaient pas prises dans l'intérêt public, mais pour favoriser certains intérêts en particulier. Quelles sont les solutions? Évidemment, la commission Charbonneau va produire son rapport. Il faut rappeler, c'est la question de l'indépendance. La commission Charbonneau a envoyé des avis de blâme à des personnes, notamment apparemment ce qui a été révélé par les journaux à l'ancien premier ministre Jean Charest, d'avoir permis que les entreprises aient accès aux ministres. Donc, cette question-là de l'indépendance, de, oui, refuser les billets de hockey, les invitations, refuser les voyages, parce que une fois qu'on accepte, la main entre dans l'engrenage et là, on doit un retour d'ascenseur, on doit une faveur à une personne qui ne le mérite pas selon les règles d'attribution, par exemple, des contrats publics. Préserver son indépendance, c'est maintenir une distance entre, par exemple, les marchés privés
et la prise de décision publique, l'impartialité des décideurs, les personnes qui vont prendre leurs décisions, non pas pour favoriser des personnes, et ce n'est pas parce qu'il va y avoir nécessairement un retour d'ascenseur, mais parce que c'est devenu un ami, c'est devenu quelqu'un qui fait partie du même réseau, et bien évidemment la question de l'intégrité personnelle. Dans cet ouvrage-là qui a été publié par notamment un économiste politique qui a gagné le prix Nobel en 1993, Douglas North, cet économiste-là a dit il ne faut pas s'offusquer qu'il y ait de la corruption, de la collusion. La corruption et la collusion, c'est la norme et c'est la compétition qui est l'exception. Il y a toujours des élites qui vont vouloir s'approprier ce qu'eux appellent des rentes. Et donc, il y a certaines conditions qu'on doit maintenir dans les sociétés pour garantir qu'il y ait une compétition tant au niveau économique que politique. La commission Charbonneau, ce qu'elle s'apprête probablement à faire, c'est d'élaborer sur ces conditions-là. Elle l'a déjà fait, Mme Charbonneau, dans sa déclaration à la fin des audiences, entre autres, et je pense que c'est un élément clé, c'est de maintenir une fonction publique indépendante et compétente. Le jury comptable a une formation de comptable professionnel agréé et le jury comptable a un titre spécialisé qui l'amène à témoigner comme expert à la Cour, souvent sur la façon dont la fraude s'est produite ou encore sur le litige et sa valeur. Donc, et entre les deux, pour l'amener à témoigner, c'est sûr qu'il participe aux enquêtes. Et on parle d'enquête de nature économique. Alors, c'est pour ça que la base en comptabilité est très importante parce que le jury comptable va toujours travailler sur la documentation financière, pas seulement les états financiers, les registres comptables, mais aussi toute pièce justificative afférente, dont, notamment, par exemple, les contrats de construction. Vous voyez mes trois grandes catégories en haut, la corruption, le détournement d'actifs et les états financiers frauduleux. Corruption, donc, on voit la définition ici, quiconque utilise son influence afin d'obtenir un gain et ou un avantage non autorisé et contraire à ses responsabilités. On a des gens qui étaient en position de décider. Ces gens-là ont utilisé leur pouvoir pour obtenir des gains, souvent personnels, ou des gains profitant à leur organisation, et cette obtention de gains-là était contraire à leur responsabilité. Le détournement d'actifs, c'est toute machination impliquant le vol ou l'abus des actifs. Donc, on prend l'argent du gouvernement et on lui retire injustement. Et finalement, les états financiers frauduleux. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est une manipulation de l'information financière. On veut donner apparence d'une bonne situation financière pour aller obtenir un prêt. Donc, on va peut-être augmenter nos revenus aux états financiers. Au niveau du détournement d'actifs, si vous descendez au troisième niveau, vous avez les déboursés frauduleux et il y a des sous-sections qui sont factures. Alors, on peut penser à la fabrication de fausses factures. Dans les registres comptables, on peut penser aussi à la fabrication de pièces justificatives. Vous avez la section des contrats aussi. Alors, ce sont tous des actes malveillants qui sont sur la catégorie détournement d'actifs. Donc, le lien avec la commission Charbonneau, évidemment, ce dont on a entendu parler, c'est des détournements d'actifs et aussi la corruption qui inclut la collusion, les conflits d'intérêts, etc. C'est une étude qui a été faite qui a sollicité la participation d'une centaine de pays et qui a répertorié environ 1500 cas de fraude. Alors, ce qu'on voit, c'est que dans les détournements d'actifs, on voit que c'est la majorité des fraudes qui passent par ce moyen-là. Donc, la commission Charbonneau ne se retrouve pas seule au monde dans ce type de fraude. La corruption vient au deuxième rang. Et j'attire votre attention sur le fait que parfois, il y a une combinaison entre les différents types de fraude. Je vous présente le triangle de la fraude et ça va inspirer mes liens tout à l'heure avec la commission Charbonneau. Premièrement, dans la pointe du triangle, vous avez le volet besoin, pression, motivation.
Alors, à chaque fois qu'il y a un acte de ce type qui est commis, sachez qu'il y a quelqu'un quelque part qui avait besoin d'argent ou qui a eu de la pression pour avoir une belle apparence de résultats financiers ou qu'il était motivé soit parce qu'il a une personnalité où il veut battre le système ou motivé justement par des intérêts externes. La deuxième pointe de mon triangle, c'est l'opportunité. Et ça, l'opportunité, c'est là que nos organisations peuvent avoir un impact. Si je commets un acte malveillant, quelles sont mes chances de me faire attraper? Et si la réponse est très faible, ça va l'inciter à commettre des actes malveillants. Si on a un rôle à jouer au niveau de la prévention, de la détection de la fraude, c'est au niveau de l'opportunité ou je l'appelle aussi l'environnement de contrôle qu'on instaure. Finalement, la rationalisation, c'est la justification que les gens se donnent pour agir ainsi, pour poser des gestes malveillants. J'attire votre attention, encore une fois, sur une statistique intéressante qui démontre que la majorité des fraudes de l'étude concernaient, la première catégorie, c'est des institutions financières, et la deuxième catégorie, c'est l'administration publique et les gouvernements. On peut se poser la question, mais pourquoi? Il y a beaucoup d'argent qui transige là-bas. Alors, c'est sûr que les gens qui veulent poser des gestes malveillants vont être attirés par les endroits où il y a beaucoup d'argent. À mon avis, la commission Charbonneau, c'est le début de la gestion du risque d'actes malveillants. Ça fait plusieurs années que je pratique dans mon domaine, la jury-comptabilité. Je vous dirais que j'ai travaillé longtemps à enquêter sur des actes, donc à travailler a posteriori. Depuis le début de la commission Charbonneau, il y a un vent de changement dans la gouvernance de l'État. Alors, on voit que là, les gestionnaires sont vraiment plus sensibilisés et ont plus d'intérêt à gérer le risque de fraude avant qu'il se produise, ou du moins à se questionner là-dessus. C'est très intéressant. Encore une fois, on parle d'une pression, hein? Un éveil de la conscience sociale et de la responsabilité sociale. Les citoyens recherchent une tolérance zéro face à la fraude. Ce que les gens se rendent compte, c'est que, OK, maintenant, on sait comment ça peut se faire. Et là, les gens ont été assommés de voir qu'à gauche, à droite, il y avait autant de gens qui pouvaient commettre des gestes de cette nature, mais se sont rendus compte que ça peut arriver partout. Les gens se sont rendus compte qu'il y avait de grandes conséquences à ça. On a vu des gens aller témoigner, perdre leur réputation, leur carrière. On a vu des organisations défaites. On a vu, vous connaissez les conséquences qu'il y a eu après certains témoignages. On a vu que les gens... Il y en a là, qui ont accepté de poser des gestes malveillants. Ils avaient besoin d'argent. Ils étaient attirés. Hein? Les gros voyages sur le bateau et tout ce qu'on a vu comme exemple. On a vu aussi que, et c'était un des mandats de la commission, est-ce que ça a un lien avec le financement des partis politiques? On parle encore d'argent. On cherche un moyen de faire de l'argent facilement. Le blanchiment d'argent aussi. Le mandat de la commission, c'était de faire des liens avec... le crime organisé. Est-ce qu'on a un bon environnement de contrôle actuellement au Québec? Est-ce qu'on a un environnement de contrôle qui fait de la prévention, de la détection, qui enquête? Mais en termes de prévention, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la faiblesse des contrôles qui contribue le plus à la fraude? Alors, la première faiblesse, c'était une faiblesse évidente des contrôles internes de l'organisation. Alors, 32 des cas, faiblesse dans l'environnement, dans les contrôles internes. Ensuite de ça, manque de supervision de la direction. Et le troisième qui est peut-être intéressant, c'est que des gens se permettent justement de passer par-dessus les contrôles. Combien de gestionnaires se sont rendus devant la commission en disant « Écoute, tout le monde faisait ça, c'est normal, il n'y a rien là, il n'y avait rien là. » Je ne voulais pas faire de mal à personne. Les gens avaient un sentiment d'appartenance envers le réseau plus grand que leurs propres valeurs ou que les valeurs québécoises, que l'organisation que la machine gouvernementale. Alors, tous ces éléments-là, on les a reconnus dans la commission Charbonneau. On a eu la loi concernant la lutte contre la corruption. Je ne vous dis pas que c'est toute la commission qui a apporté ça, mais disons qu'elle a sûrement accéléré les choses. Donc, la loi concernant la lutte contre la corruption, si je peux vous en parler un petit peu, son objectif, c'est de prévenir et de lutter contre la corruption.
donner une confiance au public envers les marchés publics, parce qu'évidemment, avec ce qu'on voit, il n'y a plus personne qui a confiance en ce qui se passe, et surtout, faciliter la dénonciation des actes. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un qui veut dénoncer a la ligne de l'UPAC, donc il appelle et il est protégé. Ça n'existait pas, ça, avant. Maintenant, la loi sur l'intégrité en matière de contrat public. Alors, qu'est-ce que c'est venu faire, la loi sur l'intégrité? Je vous dirais que, dorénavant, toutes les entreprises qui cherchent à obtenir un contrat de construction ou un contrat de service public de plus de 5 millions de dollars doivent obtenir une attestation de l'Autorité des marchés financiers. Souvenez-vous, là, dans le contexte de la construction de l'amphithéâtre à Québec, peu après l'instauration de cette nouvelle façon de faire, le maire Labaume criait « Ça se peut pas, on est en train de ralentir notre processus d'octroi de contrat parce qu'on est en train de vérifier, justement, le fournisseur, est-ce qu'il répond aux exigences de l'Autorité des marchés financiers? » Puis les exigences, ça veut dire qu'on va cogner à la porte du ministère du Revenu puis qu'on lui dit « Cette entreprise-là, est-ce qu'elle est legit? Est-ce qu'elle respecte? Est-ce qu'elle a contourné ses lois fiscales? » Alors, vous voyez qu'il y a une vérification, c'est plus sérieux. On ne peut pas faire affaire avec le gouvernement si on a des dettes, si on a contrevenu à des lois. Le projet de loi sur la récupération des sommes liées à la fraude, un peu en lien avec la loi dont je viens de vous parler, c'est que maintenant, si une entreprise veut se dénoncer, bien cette entreprise-là peut le faire, donc elle se dénonce. Elle va rembourser ce qu'elle aura à rembourser. Et lorsqu'elle voudra avoir un nouveau contrat, mais puisqu'elle s'est dénoncée, qu'elle a bien agi, l'Autorité des marchés financiers va peut-être lui permettre. La loi sur les élections et les référendums, rappelez-vous que maintenant, le plafond est réduit de 1 000 à 300 $. Donc, financement des partis politiques, là, c'est plus difficile. Le Code normatif de la gestion contractuelle. Écoutez, ça fait des années que je travaille au niveau de la gestion contractuelle. Je me suis amusée à aller chercher. Écoutez, j'ai jamais vu un secteur d'activité qui est aussi normé que la gestion contractuelle. Protection des dénonciateurs dans la fonction publique. Bon, on a parlé de l'UPAC, mais il y a plusieurs ministères et organismes qui voudraient avoir leur propre ligne à l'interne ou qui pourraient l'avoir. C'est un sujet qui est quand même assez tabou dans la fonction publique québécoise. C'est un sujet qui est quand même avancé au Canada, très, très avancé aux États-Unis, mais nos politiciens commencent à en parler, ce qui est très positif. Le changement de culture de la part de la gouvernance, eh bien là, je vous l'ai dit, moi, je le sens, le changement. Je vois une volonté de gérer les risques de fraude, alors c'est très positif. La statistique que vous avez ici présentement, je vous parlais de ce qui se passe actuellement puis qui va beaucoup nous aider, c'est justement le fameux canal de dénonciation. De plus en plus, les ministères et organismes où certains commencent à y réfléchir, eh bien, sachez que dans 42 % des cas de fraude détectés, ça vient d'une dénonciation. Donc, le après, quant à moi, c'est 3 choses. Un bon environnement de contrôle. Il faut que ça parte d'en haut, hein? Si on sent que nos gouvernements, nos gestionnaires d'État, nos dirigeants, nos conseils d'administration, nos comités d'audit donnent le ton, eh bien, le reste va suivre. Évaluation du risque de fraude et ajustement des contrôles. Alors ça, là-dessus, c'est un pas qu'on peut faire de plus. Se dire, OK, là, on va faire de la prévention. On va évaluer nos risques un peu partout dans l'organisation, par exemple au niveau de la gestion contractuelle ou au niveau du suivi de nos contrats. Et là, on va améliorer nos contrôles. Pas agir sans, comment je vous dirais, sans base solide. Fait qu'évaluer nos risques, mettre les bons contrôles. Puis finalement, la sensibilisation et la communication. L'importance d'en parler demain et après-demain également. Sinon, on va l'oublier comme c'est arrivé dans le passé. Donc, on forme les gens, on les sensibilise, on continue à les éduquer. La communication, je voudrais favoriser la communication. Et là, je reviens avec mon canal de dénonciation dont je vous ai parlé. Il me semble malheureusement qu'il y a un écart assez important entre le mandat de la Commission et les attentes de la population à l'égard de la Commission. Et ça risque de jouer beaucoup, très négativement pour les suites du rapport de la Commission Charbonneau. Si on regarde très rapidement le mandat, simplement le type de terme qui est utilisé, on parle d'examiner l'existence de stratagèmes, de dresser un portrait de possibles activités d'infiltration par le crime organisé.
On parle d'examiner des pistes de solutions et de faire des recommandations permettant d'identifier, enrayer, prévenir la collusion et la corruption. C'est en gros ce dont il s'agit. Alors que les attentes, ce que j'entends, moi, ce que je vois aussi beaucoup dans les réactions des gens, c'est on recherche des coupables. On recherche des acteurs déviants qu'on pourrait identifier et qu'on pourrait punir. Et la forme même de la commission d'enquête, évidemment, favorise un peu ce type d'attente-là parce qu'on voit défiler, on a vu défiler à notre télé-réalité préférée pendant 2 ans, quantité de gens dont certains étaient probablement, finalement, peu recommandables. Alors, à partir de là, on a tendance déjà, comme individu et collectivement aussi, à envisager les questions d'éthique en termes de moralité personnelle au point de départ. D'un côté, il y a les vertueux, bien sûr, vous ici et nous tous ici, et de l'autre côté, ce qu'on pourrait appeler les mécréants. On devrait toutefois éviter d'évaluer les travaux de la Commission sur la base du nombre de poursuites aux criminels qui en résulteront. Ce n'est pas le travail de la Commission. Et à mon avis, les critères de réussite des travaux de la Commission seraient autour de questions comme celle-ci, à savoir la quantité, mais surtout la qualité des recommandations qui seront retenues par le législateur et qui donneront lieu à des mesures concrètes. Parce que le premier défi, on le sait tous, c'est d'éviter ce qu'on appelle communément le tablettage. Ensuite, quand je parle de la qualité des recommandations retenues, c'est que je fais référence ici aux recommandations qui iront dans le sens de changements qui affectent véritablement les pratiques et les cultures. Il y a un autre aspect également dans pour moi, les critères de réussite des travaux, et là, c'est un critère social, qui est la compréhension par le public de l'importance de s'attaquer aux enjeux systémiques. Et ça, c'est un énorme défi, parce que ce défi consiste justement à contrer la tendance que nous avons à tout ramener à une question de moralité individuelle. Si on arrive, par les travaux de la Commission Charbonneau, à faire comprendre globalement qu'au-delà, parce qu'il y a bien des questions de moralité individuelle, effectivement, mais qu'au-delà de ces questions-là, il y a des questions qui sont d'ordre systémique, il y a des enjeux systémiques importants. Je pense que la Commission aura réussi une bonne partie du travail d'éducation qu'elle a à faire. Pour cela, il faut s'attaquer à ce que je considère, moi, être un mythe, c'est-à-dire le mythe des quelques pommes pourries qui sont à l'origine des travaux de cette commission. Et là-dessus, on pourrait dire que s'affrontent, bien que, à mon sens, elles sont complémentaires, mais on a tendance à séparer ou en fait à ne retenir qu'une conception de l'éthique publique au détriment de la deuxième. Cette première conception peut être illustrée à partir des 2 citations suivantes. La première, qui est de Mme Françoise Bertrand, tout récente, au nom de la Fédération des chambres de commerce du Québec, à propos de l'affaire SNC-Lavalin. Vous allez me dire, ce n'est pas la commission Charbonneau, parce que là, il est question des accusations de fraude et corruption par la GRC en lien avec les activités de SNC-Lavalin en Libye entre 2001 et 2011. Mais on est dans le même contexte, on est dans le même environnement. Bien que les gestes posés par le passé par certaines personnes appellent certainement des poursuites en justice, elles ne doivent pas avoir pour effet de nuire aux activités de l'organisation dans son ensemble. Deuxième citation dans le même ordre, cette fois-ci de notre ministre Jacques Daoust, ministre de l'Économie, à propos de la même histoire. On peut avoir des dirigeants qui ont posé des gestes répréhensibles, mais la société que vous avez actuellement est éminemment correcte. La tendance à tout ramener à quelques pommes pourries est assez globalement partagée par les élites économiques et politiques. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la lecture la moins dérangeante. Et je pense que la volonté politique du gouvernement Charest en 2011 de vouloir s'en remettre à l'UPAC plutôt que de créer une commission d'enquête peut se comprendre à partir de cette lecture en termes d'acteurs déviants et de pommes pourries. Selon cette première conception, donc, de l'éthique publique, la collusion et la corruption se ramènent à des histoires d'acteurs déviants et on s'en remettra pour l'essentiel à quoi? À des enquêtes et à des sanctions. Pour l'essentiel, cette loi a été pensée dans cette perspective, me semble-t-il, parce que ce qu'on met de l'avant, ce sont des mesures qui favorisent les échanges de renseignements, qui facilitent donc les enquêtes. Ce sont également des augmentations des amendes qui sont liées aux infractions. Et ce sont également des mesures qui favorisent les dénonciations. Tout ça, c'est essentiel. Mais il faut bien comprendre que c'est tout à fait insuffisant.
Il y a plusieurs problèmes avec ce type de conception. C'est qu'elle vise pour l'essentiel une seule catégorie d'acteurs, à savoir les acteurs déviants, et on ne s'intéresse pas à tous les autres, c'est-à-dire ceux qui savaient, qui n'ont rien dit, qui ne voulaient pas dire, parce que de toute façon, qu'est-ce que ça aurait donné? Si on s'en tient à une perspective d'enquête et sanction, on ne touche pas à ce type de problème. Et on vise une seule motivation, c'est la crainte des sanctions. Et on s'attaque alors très peu au contexte et aux facteurs qui rendent possibles les déviances, aux contextes, dans le fond, qui sont tolérants à l'égard des déviances. Et ce n'est pas que l'affaire de quelques personnes malhonnêtes. Et ça mène ça à deux interprétations possibles. Ou bien, il y a des tas de gens corrompus qui sévissent dans divers milieux, ou bien, une autre interprétation, on est face à des gens comme vous et moi à la moralité ordinaire, c'est-à-dire ni des anges, ni des démons, mais qui en viennent soit à se corrompre, soit à se fermer les yeux. Et on peut aussi, dans ce cas-là, s'interroger sur les contextes et les cultures qui rendent cela possible. Dans les deux cas, on a un grand intérêt d'adopter une conception de l'éthique publique qui est axée sur les systèmes. Et à ce moment-là, les orientations se feront en termes de transformation, de prévention également. Il s'agira d'identifier des failles institutionnelles et organisationnelles, de réviser des pratiques institutionnelles et organisationnelles, et se supposera aussi qu'on s'intéresse à l'implantation de mesures incitatives qui seront correctrices. On devrait veiller à combattre la culture et je parle bien de culture de l'aveuglement et de la déresponsabilisation des élites économiques et politiques. Ça peut sembler un peu gros, mais je pense qu'il y a là un réel problème. On n'a qu'à penser à l'ex-maire Gérald Tremblay, l'ex-maire de Montréal, qui a répété si souvent qu'il n'était au courant de rien, et donc ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas en être tenu responsable. La même chose, le même discours tenu par quantité de politiciens à l'occasion des travaux de la Commission par rapport au financement illégal. Tout le monde participait à des activités, mais personne ne savait, bien sûr, qu'il y avait financement illégal. La même chose du côté des dirigeants des firmes de génie conseil par rapport à la collusion et au financement illégal. Ça ne fait pas en sorte, évidemment, que ces dirigeants économiques et politiques sont tous des déviants. Ce n'est pas ce que je dis ici. C'est simplement que cette culture-là contribue à rendre possible les déviances dans les organisations. Inverser la logique, c'est d'augmenter l'imputabilité de ces élites économiques et politiques de manière à créer des incitatifs contraires à l'aveuglement, qui font en sorte que l'aveuglement n'est plus aussi payant, n'est plus aussi attrayant qu'il pouvait l'être. Par exemple, est-ce qu'il est possible de mettre en place un système de responsabilité des élus par rapport au financement de leur parti, une forme d'imputabilité à cet effet, par rapport à l'activité de leur personnel politique, là aussi une forme d'imputabilité. Mettre en place des incitatifs qui visent à accroître les contrôles internes et qui font donc en sorte de responsabiliser les dirigeants. Et là, on peut penser aux bénéficiaires de contrats publics, dont les firmes de génie conseil, notamment par le développement d'outils, des normes ISO, qui, si elles sont bien conçues et menées par des acteurs externes aux organisations, obligeraient les firmes à mieux se contrôler de l'intérieur. Assurer une meilleure coordination et une valorisation de ce que, avec certains autres, j'appelle les gardiens de l'éthique. Directeur général des élections, commissaire au lobbyisme, vérificateur général, commissaire à l'éthique et à la déontologie, etc. On pourrait penser, par exemple, à un comité permanent qui veillerait à assurer la cohérence, la complémentarité et la collaboration de ces instances. Il y a peut-être moyen de penser une meilleure articulation entre les rôles et fonctions de ces gardiens de l'éthique. On peut penser également à une responsabilisation accrue des titulaires de charges publiques versus le lobbyisme. C'est quelque chose qui est demandé occasionnellement par le commissaire au lobbyisme, que les titulaires de charges publiques, notamment les élus, s'assurent eux-mêmes du respect de la loi vis-à-vis de leurs interlocuteurs. À mon sens, les moins responsabilisés à cet égard, ce sont les élus à l'heure actuelle, et c'est un sérieux problème. Et aussi que l'on respecte davantage les mandats et fonctions de ces gardiens de l'éthique. Je pense notamment aux prises de bec régulières de notre maire Labaume avec le commissaire au lobbyisme. Je pense également au vérificateur général à Montréal, qui était, par l'ancienne administration, suspecté d'agenda politique caché et qu'il s'était senti justifié d'espionner ses courriers électroniques.
Il faut quand même le faire. S'attaquer à ce que j'appelle le phénomène des petites lâchetés. On voit, mais on ne fait rien. D'autres le feront à notre place, ou bien il en coûterait trop cher de s'en mêler. Pour contrer ça, ça prend un soutien accru aux dénonciateurs. Ça suppose aussi de se pencher sur la vulnérabilité des professionnels salariés, qui sont pris entre les obligations qui leur sont imposées par leur déontologie professionnelle et, d'autre part, des demandes et des obligations qui peuvent leur être faites par leurs employeurs à l'encontre de leur déontologie. Et enfin, gros chantier, revalorisation de la fonction publique. Il faut ramener des expertises internes suffisantes. Il faut aussi contrer l'érosion du mur qui sépare la politique partisane de la fonction publique. Il faut, autrement dit, respecter la neutralité politique des instances administratives. Il faut contrer l'ingérence des personnels politiques dans les affaires administratives. Est-ce qu'on respecte les rôles, les fonctions de cette fonction publique qui devrait être forte, neutre au plan politique et tout à fait, donc, ce principe d'indépendance qui est ici important. Dans ses travaux sur la corruption et l'intégrité des fonctions publiques, l'OCDE recommandait comme premier élément d'une bonne infrastructure de l'éthique l'engagement politique, c'est-à-dire des hommes politiques qui devraient souligner l'importance de l'éthique, qui devraient donner l'exemple et soutenir surtout la bonne conduite avec des ressources adéquates. Là, il y a beaucoup de travail à faire encore. Me semble-t-il, les écueils à affronter lors du dépôt du rapport, le premier, le plus grand, c'est le déni de la classe politique. Ensuite, les pressions du Québec Inc., notamment le fait qu'on doit arrêter de se démolir collectivement. Les firmes de génie conseil ont été suffisamment mises à mal, on doit passer à autre chose. Ensuite, de ramener l'éthique strictement à une question de contrôle de conformité des acteurs individuels, alors que c'est beaucoup plus large que ça. Un des plus gros écueils, le désintérêt de la population, à mon avis. Très risqué lorsqu'on sera rendu en novembre l'an prochain. Et également, malheureusement, le mépris qui est véhiculé encore très fréquemment dans un certain type de radio, notamment, mépris à l'endroit de la fonction publique. Il n'est pas certain que ce qui se passera dans notre actualité prochainement, avec les renégociations de conventions collectives et tout, que nos politiciens vont redorer réellement la fonction publique québécoise. Des collègues français que je ne nommerai pas, qui me disaient simplement, bien, vous êtes tout à fait des puritains au Québec. La culture vis-à-vis ces questions-là n'est pas la même partout. Ça, je pense que c'est clair. Ceci dit, il y a beaucoup de travail maintenant qui s'est fait par la force des choses, aussi par l'actualité politique là, du côté français. Il y a eu un certain rattrapage là, qui s'est fait. En France, il n'y aura jamais une commission d'enquête publique pour lever le voile comme ça, aussi publiquement, sur des problèmes de collusion et de corruption. Et il en existe très certainement aussi. Je ne sais pas si ça va avoir des impacts dans des pays comme le Pérou. Je ne suis pas assez experte là-dedans. Mais moi, je viens de France. Et jamais, 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 j'aurais imaginé qu'on puisse instaurer un tel processus en France. Et je pense que ce n'est pas encore à l'étude à l'heure actuelle. Ça vient de l'État, ça vient de la société politique, cette commission Charbonneau-là. Il a fallu leur tordre le bras, mais ils ont quand même créé la commission. Il va y avoir un rapport qui va être déposé, qui vraisemblablement sera assez élaboré. Et pourquoi ça s'est produit au Québec? Bien, je pense qu'il faut quand même admettre que ça ne peut se produire que dans une société où on a un véritable état de droit. Dans cette foulée de Enron qui a donné un vent, maintenant, quand un auditeur externe vérifie les états financiers d'une entreprise, doit se poser la question suivante et doit poser la question aux dirigeants. Est-ce que vous avez évalué vos risques de fraude? Si vous avez eu des fraudes, comment les avez-vous gérées? On a entendu beaucoup parler justement de l'évolution des normes américaines, mais sachez que le Canada a suivi à cet égard. C'est qu'il y a des gens ordinaires qui s'offusquent des fraudes commises, des fraudes à grande échelle, mais qui eux-mêmes, dans leur vie de tous les jours, vont éviter d'avoir une facture, ne vont pas déclarer tous leurs revenus pour l'impôt. Alors, il faut se poser la question, est-ce que ce n'est pas une participation plus large à ce genre de pratiques-là? Imaginez-vous qu'on a dans un organisme public 50 des employés que c'est des gens de l'externe. C'est ça qui arrive là, ici au Québec. 50 des employés, c'est des gens, donc des consultants et des gens de l'interne.
La personne qui est employée à l'interne, elle regarde son voisin qui est payé 2 fois plus cher. C'est-tu pas frustrant? Alors, en voilà une. Motivation, la journée où on cogne à ta porte puis qu'on dit « Hey, donne-moi là le contrat, tu vas avoir 10 000 en boni ou en pot de vin. » Des cas absolument remarquables aussi. La personne quitte en année, prend un congé sans solde, se fait employer par une firme privée et revient travailler la porte à côté avec un salaire 1,5% ou le double du salaire pendant la durée de son sans-solde. Alors, qu'est-ce que ça lance comme message? Et là où les médias vont être très importants dans les mois à venir, c'est de couvrir très bien le rapport comme les audiences publiques ont été couvertes. Parce que le rapport, il est très important aussi, parce que c'est ça qui va servir de legs pour la suite. Bien, c'est aussi une valorisation qui devrait aller beaucoup plus loin, qui devrait aller au sens ici de créer en quelque sorte, mais on n'est tellement pas dans cette culture-là chez nous, une forme de voir la fonction publique comme le lieu où devraient aboutir les élites de la société.